Wissam Eladj, que je remercie, d'être présent et de nous accorder de son temps, par rapport justement à cette crise sanitaire et aux répercussions sur la santé mentale. Est-ce que vous voyez bien? Oui, très bien. Mmh. Parfait. Merci, merci de l'invitation, c'est vraiment très intéressant et je trouve que c'est très intéressant d'avoir un centre, enfin un conseil de santé mentale actif avec toutes les actions qui ont été, précisées par Clarisse. Donc la question, voilà, ce qui a été appelé, la troisième vague, ce qui a été de plus en plus maintenant une prise de conscience que la covid a des conséquences, au-delà des conséquences sanitaires sur la santé mentale. On commence tout doucement un peu à réaliser, à apprendre la mesure de cette grande vague. Mais quand on dit, bien sûr, Covid, c'est pas tout le monde n'est pas forcément à risque. On pourrait s'interroger qui sont les personnes à risque de mal vivre cette période-là. Parce que pour nombre de personnes, c'est voilà, les gens s'adaptent, il y a des capacités d'adaptation, on ne veut pas tout surpathologiser. Par contre, il y a des populations qui sont de toute évidence plus à risque. Ce sont particulièrement les jeunes, les étudiants, encore plus finalement que les plus jeunes qui sont finalement protégés, enveloppés par la cellule familiale, l'accompagnement familial. Vous avez les femmes, on y reviendra notamment du fait de cette question du risque des violences conjugales, du risque des violences intrafamiliales ou de conditions peut-être de vie ou de précarité plus compliquées. Vous avez bien sûr les sujets âgés, institutionnalisés ou pas, du fait de ce sentiment d'être privés pour certains de leur retraite, d'être cloîtrés ou indiqués du doigt comme étant les personnes qui empêchent finalement la société de tourner en rond. Vous avez mon plus grand intérêt, c'est pour les personnels soignants qui sont nos soldats dans cette guerre contre la Covid. Et enfin, vous avez les patients avec un handicap, une fragilité mentale ou de santé mentale antérieure à la crise. Donc, je vais essayer de décliner quelques-uns de ces points. Je ne vais pas forcément décliner tous ces points ou aller très en détail. Pour les étudiants, vous en connaissez nombre d'étudiants autour de vous. Je vais vous présenter une enquête nationale française qui a été menée auprès de presque 70 000 étudiants français pendant la crise, vers le mois d'avril-mai. Et donc, qu'est-ce que cela avait déjà montré? Qu'il y a une augmentation, enfin, il y a la présence finalement d'idées suicidaires chez un étudiant sur 10, un vécu de détresse très significatif, un étudiant sur 5, un étudiant sur 4 décrivait des manifestations de stress élevé, de dépression chez 16% et d'anxiété chez un étudiant sur 3. Ce sont des chiffres extrêmement élevés, bien sûr, à peu près 3 à 4 fois les chiffres de la population générale. Alors, parmi ces étudiants, qui sont les étudiants les plus à risque? Ce sont les femmes étudiantes, les personnes qui ont des difficultés financières ou de logement, les personnes ayant, parce qu'il y a aussi nombre d'étudiants qui sont en rupture avec leur famille, qui n'ont pas pu finalement être aidés par leur famille, avec des antécédents de suivi psychiatrique, ceux qui ont contracté la Covid, ceux qui sont isolés socialement, et vous imaginez quelqu'un isolé socialement et familialement dans une chambre de 9 mètres carrés d'une résidence universitaire, avec peu d'informations finalement, ceux qui s'informent peu sur leurs droits ou sur l'évolution de la Covid. Donc, qu'est-ce qu'on a observé aussi en pratique? Moi, je travaille au service santé universitaire depuis une vingtaine d'années, et c'est vrai qu'on a une explosion des demandes de consultation depuis notamment le second confinement. D'habitude, on avait des demandes de consultation variées. Maintenant, presque 100% des demandes sont des personnes avec des symptomatologies dépressives
sévère pour une grande partie. Et on retrouve bien sûr des facteurs de risque d'isolement, notamment pour les personnes en rupture familiale ou les étrangers isolés, les personnes qui ont des difficultés économiques, bien sûr, et pour lesquelles ils ont été contraints, alors qu'ils ne se sentent pas finalement très concernés directement par la Covid, mais qui ont été contraints à cette pause dans leur vie sociale étudiante de distanciation physique. Et je trouve que nos étudiants et nos jeunes ont été très, très responsables, mais ils l'ont payé par cette privation finalement des interactions sociales et d'échanges, des relations interpersonnelles. Donc les conséquences, beaucoup d'étudiants ont vu aussi leur activité étudiante, un job d'été, un job même tout au long de l'année pour un grand nombre. Les conditions de vie, de revenus ont été altérées, ce qui a déclenché, en tout cas aggravé des fragilités antérieures et déclenché pour nombre de ces étudiants des réactions de stress, de dépression, voire d'autres situations plus graves. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en ont dit? Il y a des enquêtes auprès des étudiants qui ont été faites un peu sur tout le territoire et qui retrouvent un peu les mêmes esprits. Et Dr Émilie Arnaud, qui est la responsable du service santé universitaire, un peu a publié récemment ces facteurs qui ont été identifiés, d'isolement, de précarité numérique aussi pour certains. Vous savez que les bibliothèques ont été partie du temps fermée, des problèmes dans la gestion, l'organisation, l'éloignement des salles de cours. Il y a aussi nombre d'étudiants en situation de handicap qui se sont trouvés en plus grande difficulté. Et puis le manque de contact, je veux dire l'enseignement, s'il y a des salles de classe ou des amphis, c'est bien parce qu'il y a une transmission, une facilité dans la transmission, partage d'expérience et source de motivation. Quand on identifie dans une classe quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas la même chose que de faire un cours, un Zoom où toutes les caméras sont éteintes. Donc, c'est l'état actuel des choses. On ne sait pas ce que ça va donner sur cette génération en termes d'apprentissage, voire d'arrêt des études. Moi, j'ai vu nombre d'étudiants qui ont décidé de renoncer à leurs études et de passer à une activité. La précarité économique est liée sur l'arrêt des jobs étudiants, notamment dans la restauration ou l'hôtellerie, puisque 6 étudiants sur 10 normalement, ont une activité salariée à temps partiel au cours de l'année. Tous les échanges qui parfois sont nécessaires pour les validations des cursus universitaires ont été annulés, voire avec les frais non compensés ou non remboursés. Les Crous se sont énormément déployés, mais malgré tout ont été débordés par des demandes d'aide financière, sociales, alimentaires, qui ont explosé depuis le mois d'avril 2020. Il y a eu des pistes, il y a les services de santé universitaires, les Crous ont fait un travail énorme pour tenter de relayer, pour trouver des pistes d'action avec des étudiants relais, avec des étudiants référents pour retrouver des liens ou identifier les étudiants en difficulté. Il y a eu des financements pour des psychologues universitaires à temps plein pour un peu venir en aide, mais ça reste quand même insuffisant puisque les moyens actuellement que les universités mettent en place sont nettement inférieurs à d'autres pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et puis, bien entendu, il y a plusieurs actions qui pourraient être faites, mais ça, c'est un peu une lame de fond qui n'est pas spécifique à cette crise. Je prends juste un exemple de ce qui a pu être proposé, par exemple, dans le Crous, dans l'université de Nîmes. Il y a eu des soutiens matériels, informatiques, il y a eu du soutien
pédagogiques mis en place, il y a eu les repas que vous avez entendu, les repas à 1 euro qui ont été généralisés, des dons, des paniers, des activités sportives, hein, Unim en forme. À Tours, il y a l'association des étudiants, par exemple, en médecine qui organisait des courses à pied avec entraînement, avec présence de certains professeurs, parfois d'aide un peu financière, et bien sûr, du point de vue de la santé, la présence des SSU et des chèques psy pour certaines situations. Donc ça, c'est pour les étudiants. Pour les femmes victimes de violences, particulièrement, nous avions attiré l'attention rapidement au mois de mai, je crois, sur l'importance de parler de la distanciation aux violences domestiques, aux violences conjugales, parce que ce qu'on avait observé, c'est qu'une augmentation de 50% des violences intrafamiliales envers les femmes et les enfants durant la première crise de la Covid, mais ceci dans plusieurs pays, dans quasiment tous les pays où les numéros d'urgence ont été envahis, avec soit une aggravation de violences préexistantes, soit la découverte de violences nouvelles. D'ailleurs, vous savez que cette période a occasionné nombre de séparations et de divorces. Il y a des actions qui ont été menées, nous avions recensé les types d'actions de prévention qui étaient intéressantes à mettre en place. Et en France, il est vrai qu'il y a eu une plateforme aussi en ligne 24 heures, 7 jours sur 7, qui permettait d'alerter sur la présence de violences conjugales, et puis un certain nombre de mesures qui ont, j'espère, été efficaces, mais on continue à observer les conséquences sur ces groupes-là. Pour les patients souffrant de problématiques psychiatriques, on a différentes problématiques qui sont très différentes, très importantes, que ce soit des personnes souffrant de dépression avec l'isolement, est un facteur de risque de rechute dépressive. Nous avons vu ces rechutes dépressives, mais particulièrement là aussi dans le groupe des plus jeunes, dans les 20-30 ans, avec des dépressions graves, sévères. Nous avons nombre de jeunes qui sont hospitalisés, même pour des soins très avancés. C'est différent aussi pour les personnes à des vulnérabilités antérieures comme les troubles anxieux. On a vu nombre de personnes qui ont décompensé sur des modalités extrêmement anxieuses, presque sensitives ou obsessionnelles. Et donc, voilà, je ne peux pas rentrer dans toutes les pathologies. J'ai pris juste l'exemple d'une étude menée par un collègue à Marseille qui a examiné le lien entre la Covid et les patients souffrant de schizophrénie en tant que population vulnérable. Donc, il a recensé dans un groupe de 50 000 patients avec des symptômes respiratoires de la Covid et hospitalisés, parmi lesquels 1,6% avaient la schizophrénie. Je vous rappelle que le taux en population générale, c'est de 1%, donc ce qui montre que c'est un peu plus élevé que la représentation en population générale. Et ce que cette étude a montré, une augmentation de la mortalité hospitalière chez les patients souffrant de schizophrénie et une diminution du taux d'admission en unité soins intensifs par rapport à des sujets qui n'avaient pas la maladie schizophrénie, ce qui montre un peu une forme de stigmatisation de cette population, étant donné une augmentation de risque de 8% avec une diminution de l'admission dans les unités de soins intensifs. C'est ce que ces graphes montrent, avec particulièrement pour les tranches d'âge de plus de 65 ans, mais aussi de plus de 55 ans, puisqu'on a une augmentation finalement de la mortalité hospitalière pour ces deux classes d'âge. Je vais plus m'attarder et finir sur la catégorie des personnels soignants.
parce que dès le début de la crise, ce sont eux qui ont été en première ligne face à la Covid. Et quand je dis les soignants, plus particulièrement, bien sûr, les personnels des unités de réanimation médicale, des services des urgences et les unités dédiées à la prise en charge des patients Covid. Alors, je vous ai mis ici quelques caractéristiques qui sont les caractéristiques pour les gens qui sont à risque de faire un surmenage ou de faire un stress grave ou une dépression grave. Et en fait, ces mêmes caractéristiques sont aussi des caractéristiques qu'on retrouve beaucoup chez les personnels soignants. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes en général empathiques, altruistes, des hommes et des femmes, qui sont soumis à des situations de stress chronique du fait de la Covid, soumis parfois à des violences, soit des proches, soit des patients eux-mêmes, qui sont souvent perfectionnistes, et les perfectionnistes sont des gens finalement beaucoup plus à risque, du fait aussi d'une certaine anxiété de performance, qui sont confrontés à des maladies, à des douleurs et à des morts. Ce qui fait que les personnels soignants qui sont en activité de surmenage et dans la première partie avec des moyens et des organisations de l'hôpital qui n'étaient pas terribles, font d'eux les personnes idéales pour tomber dans le risque augmenté de développer une santé mentale aggravée, altérée. Et je vous ai listé tout type, il n'y a pas un type de métier qui soit exclu. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est que ce qui fait que les personnels soignants sont plus à risque, c'est de surmenage, de burn-out. C'est dans le cas où ils sont isolés professionnellement dans l'activité ou pas forcément que dans l'activité, parfois dans la difficulté qu'ils ont rencontrée. D'autant plus si la patientèle est difficile, d'autant plus si les conditions de travail ou de stress s'inscrivent dans la durée, d'autant plus que les taux de réussite auprès de leurs patients est incertain, ce qu'on a observé notamment dans la première partie de la Covid, le nombre de morts, et on continue malheureusement à voir plus de 300 morts quotidiennement en France, et ne pas réussir, en fait, le soignant, il est là pour sauver des vies, pas pour accompagner forcément à la mort, et donc les facteurs de fatigue et bien entendu les facteurs de personnalité dont on vient juste de parler, c'est-à-dire le perfectionnisme, l'empathie, ainsi de suite. Ce qui fait que ces personnels sont à risque de fatigue compassionnelle, et c'est cette fatigue compassionnelle qui va constituer un facteur de décompensation, un facteur de risque de burn-out, voire de stress post-traumatique s'ils sont exposés à des morts importantes ou à des situations comme celles qu'on a observées dans la Covid. Et vous voyez, les personnes les plus empathiques sont celles les plus à risque de fatigue compassionnelle. Les soignants prennent moins soin d'eux-mêmes naturellement, ils ont tendance à s'automédiquer, à se censurer ou à dire bah, je ne suis pas la priorité, ou à concevoir le fait de parler de sa fatigue compassionnelle comme d'un stigma, comme une sorte de faiblesse. Et donc, il continue d'ailleurs à travailler même malade avec une certaine idée qu'on ne va pas lâcher l'équipe, on est là pour rester solidaires les uns avec les autres. Du coup, cette fatigue compassionnelle dans le contexte que je viens de décrire peut constituer un traumatisme pour nos soignants. Donc, c'est un traumatisme soit direct s'ils sont confrontés à des morts de patients auxquels ils sont attachés, soit des traumatismes indirects du fait de cette surexposition à des morts ou à des expériences de mort qui sont finalement traumatiques, ce qu'on peut observer dans d'autres groupes, dans d'autres situations, comme les soldats dans la guerre, les gendarmes dans la levée de corps, qui sont surexposés à des situations récurrentes de violence extrême. Donc, ce qui a favorisé
dès la première vague de la Covid, le stress post-traumatique chez les soignants, c'est toute cette manque de prévisibilité, l'incertitude, le doute, qui a été aussi négatif dans la population générale, la charge excessive de travail, les types de travail. On ne peut pas dire que tout le monde dans l'hôpital soit logé forcément à la même enseigne. Le jeune âge était négatif. Les sexes féminins, ce sont aussi des facteurs de risque augmentés. Et malheureusement aussi, ça a été un moment où ça a pu réveiller des traumatismes personnels ou faire écho à des traumatismes personnels. Et des études un peu partout dans le monde ont considéré que jusqu'à 30 à 50% de ces personnels surexposés étaient à risque d'une détresse psychique élevée. Alors, les signes d'alerte sont divers et variés. Nous pouvons avoir des problèmes de sommeil, d'irritabilité, de colère, de détachement émotionnel, de culpabilité, qu'on essaye d'identifier rapidement dans les cellules d'écoute, les cellules d'accompagnement qui ont été mises un peu en place dans différents endroits et qui sont un peu des signes d'alerte en vue d'un développement soit d'un stress post-traumatique, soit d'une dépression, soit d'un surmenage. Et dans cette diapo, quels sont les professionnels concernés? Tous et toutes plus particulièrement, ceux qui sont dans ces unités spécifiques, Covid, réanimation, urgence, d'accueil des patients Covid. Et puis bien sûr, ce que je n'ai pas dit, c'est également les personnels des EHPAD, puisque une autre population que je considère très à risque dans cette épidémie, c'est tous ces personnels des EHPAD qui sont dévoués, qui étaient dévoués au service de leurs personnes âgées et qui ont vu dans certaines EHPAD nombre de patients mourir à la queue leu-leu dans une forme d'impuissance qui peut être extrêmement péjorative. Donc en France, nous avions identifié donc, les facteurs climat général, les facteurs organisationnels qui étaient très négatifs, et dans la première vague, ce qui a montré aussi cette absence, l'impression de manque de soutien des pouvoirs publics. Du coup, nous avions mené dans plusieurs endroits dans les hôpitaux en France, des enquêtes ont été menées pour identifier les symptômes qui émergeaient au début, des symptômes légers au début de la crise, et progressivement, quand la crise s'inscrivait dans la durée, on a vu apparaître des symptômes anxieux, dépressifs et des situations un peu de décompensation. Nous avions mené du coup une étude en ligne auprès d'un échantillon de 1000 personnes un peu partout en France, toute catégorie de personnel, avec toute catégorie d'âge, représentatif aussi du secteur public en majorité, mais quelques établissements d'EHPAD ou des cliniques privées. Et ce qu'on a montré dans notre échantillon, 3 niveaux d'exposition, des personnes largement exposées en bleu, des personnes indirectement exposées, des personnes très peu exposées, bien sûr, dans différents services, particulièrement dans les services d'urgence, réanimation et de médecine. Ce qu'on a montré que le niveau d'exposition très tôt était élevé et les soignants avaient des proches déjà suspectés positifs de la Covid, testés positifs pour la Covid, des proches à risque, qui étaient des patients à risque, ou eux-mêmes pouvaient avoir des vulnérabilités, des maladies qui faisaient d'eux des personnels à risque. Très tôt, cette enquête a été menée en mai. Il y a eu des personnes contaminées par la Covid. Et vous savez que les personnels soignants, il y a eu aussi des décès, bien entendu, parmi ces personnels-là. Et ce qu'on avait observé dans cette première partie, c'est qu'ils se sont plaints du manque de matériel et que se sont très vite sentis anxieux, en colère, et très vite l'appétit, le sommeil ont été perturbés. Ils ont exprimé la peur de ne pas pouvoir protéger leurs proches, la peur, la culpabilité aussi vis-à-vis d'être éloignés de leur vie personnelle. Certains, je vous rappelle, dormaient à l'hôtel
pour pas et ramener la Covid à la maison, ainsi de suite, avec un vrai dévouement. Et selon le niveau d'exposition, donc ceux qui ont été le plus exposés, ils développaient des symptômes de stress post-traumatique significatifs, déjà donc, au mois de mai. Et ce qu'on avait observé, ce n'était pas les facteurs de surmenage, d'épuisement émotionnel ou de manque d'accomplissement personnel, parce qu'ils étaient toujours dévoués à leur métier, mais un peu, ils étaient dans une démarche de devoir se dépersonnaliser, donc faire abstraction de l'écoute corporelle pour être au service de ces patients-là. Et cela a été donc décrit dans d'autres pays, des facteurs de dépersonnalisation, de burn-out et d'anxiété chez ces mêmes catégories de personnel, avec bien sûr plus de symptômes post-traumatiques chez les personnels de première ligne, surtout si ces personnels avaient un collègue infecté, hospitalisé ou décédé, plus fréquemment chez les femmes, chez les infirmières et chez les plus jeunes. Donc vous voyez, il y a une vraie cohérence, peu importe le pays, peu importe les situations, nous retombons sur les mêmes problématiques, sur les mêmes facteurs. Là, c'est dans une étude également italienne, pardon, et vous voyez qu'on retrouve les mêmes facteurs d'exposition, le rôle dans le travail, le nombre d'années d'expérience, le jeune âge, le sexe féminin, la solitude, l'isolement et le style habituel pour faire face à toutes ces difficultés-là. Donc dans ce contexte, nous avions répondu à un appel d'offres national du ministère de la Santé et de la Recherche sur la prise en charge des patients Covid. Et nous avons donc pensé à une étude nationale qui doit constituer une cohorte de 3000 personnels soignants en première ligne face à la Covid, pour leur mettre à leur disposition un outil dématérialisé où ils peuvent rentrer de façon dématérialisée dans l'étude avec ce QR code et s'auto-évaluer, s'auto-dépister tous les 3 mois pendant 1 an. Et à chaque fois qu'ils s'autodépistent, on leur fait des conseils, ils reçoivent des conseils adaptés à leur état clinique. Et ceux qui ont des symptômes positifs sévères sur une des dimensions d'anxiété, de stress, de burn-out, de dépression ou de stress post-traumatique, on prend en charge leurs soins à raison de 12 séances de MDR en libéral à proximité de leur domicile. Et on continue à les suivre pendant 1 an. Et donc, nous avons mis en place cette étude en mois de novembre et on l'a élargie récemment également au personnel des EHPAD. Et je vais finir en vous montrant une petite vidéo que nous avons lancée sur les réseaux sociaux pour parler de cette étude. Vous êtes professionnel de santé, hospitalier ou en EHPAD. Vous faites face à l'épidémie, vous prenez soin de patients atteints de la Covid aux urgences, en réanimation ou dans des unités dédiées. Depuis 1 an, vous faites un travail remarquable et difficile. Merci à vous. Chacun vit les situations de manière différente avec des émotions diverses. Vous avez peut-être développé des symptômes, insomnie, anxiété, irritabilité ou fatigue. Indépendamment de ce vécu émotionnel, nous vous invitons à participer à l'étude ART Covid, financée par le ministère chargé de la Santé, pour mesurer l'impact de l'épidémie chez les soignants. L'étude ARD est une cohorte nationale. Elle permet de s'auto-évaluer, d'avoir un retour immédiat, de recevoir des conseils personnalisés en gardant la liberté de consulter. Pour certains, nous proposerons des soins en libéral par EMDR aux frais de l'étude. Participer est totalement dématérialisé. Quel que soit votre état de santé psychique, merci de participer à cette cohorte. Voilà, donc voilà cette étude. J'ai peut-être pas mis la toute dernière version parce que j'ai l'impression qu'ils ont parlé des personnels des EHPAD. Il y a aussi, bien sûr, les personnels des EHPAD qui est concerné par la participation à cette étude, qui est une étude unique en France et dans le monde, parce que ce n'est pas juste une évaluation,
il y a une vraie proposition thérapeutique à la clé. Merci. Merci beaucoup. Je vais me permettre une première question, j'en profite. Je me posais la question, c'est vrai que vous avez vraiment centré sur la population étudiante et la population des soignants. Au vu malheureusement, du prolongement de cette exposition à la crise sanitaire, aux restrictions sanitaires, est-ce que, en tant que spécialiste du psychotraumatisme, est-ce que vous savez, voilà, si éventuellement ce prolongement va impacter, alors je suppose, d'autres catégories de la population sûrement en termes de signes, de signes que vous avez identifiés tout à l'heure, irritabilité, problématiques de sommeil, etc. On n'a pas évoqué éventuellement une hausse des tentatives de suicide ou de suicide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je ne suis pas sûre qu'il y ait des études là-dessus encore à l'heure actuelle, mais ça pose quand même question, notamment pour toutes les professions qui voient économiquement leurs ressources ne plus exister. Voilà, moi je m'interroge aussi là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez… Question peut-être pertinente. En fait, le problème, c'est la crise augmente des facteurs de risque qui, eux, augmentent le risque de dépression et de suicide. C'est quoi les facteurs de risque qui augmentent tout cela? C'est l'isolement, c'est la violence, c'est la précarité, essentiellement, et puis le caractère personnalité, c'est-à-dire si vous êtes de tempérament anxieux, de tempérament perfectionniste, de tempérament… Voilà. Et puis, on a vu aussi des artistes. Hein. Il y a une semaine, il y a un violoncelliste, il me semble, qui s'est suicidé parce qu'il est dans l'inexpression totale. Les enfants sont dans la privation aussi, une carence dans les interactions sociales, des privations pour les étudiants. C'est-à-dire, plus vous privez, vous savez, c'est comme un arbre, vous le privez de lumière, au bout d'un moment, il fane. L'être humain, nous sommes des êtres sociaux. D'accord? Nous ne sommes pas. Donc, plus vous vous privez les gens de cette interaction sociale, plus vous allez produire des fragilités, enfin révéler des fragilités sous-jacentes. On peut mettre en place des capacités d'adaptation, de résilience, mais on observe au sein d'une même famille qui est toute confinée ensemble, un membre de cette famille qui est plus en difficulté, parce que du fait de son âge, du fait de son sexe, du fait de son rôle dans la famille, ou du fait des privations qu'il subit. Donc, et de ces ressources personnelles pour y faire face aussi. Bien sûr, ressources personnelles, familiales, de soutien, des ressources financières. Et donc, du coup, on observe malheureusement un pic de suicides dans la région, par exemple, Île-de-France, dans les grandes métropoles. On observe aussi une explosion des demandes chez les adolescents d'hospitalisation en Indre-et-Loire. On a du mal à suivre les urgences quotidiennement. Donc, j'ai un peu abordé la question au début, mais bon, dans un temps imparti et dans une discussion, pour passer des messages qui soient clairs. Donc, bien sûr, je pense qu'il faut réfléchir, non pas… il faut réfléchir en facteur de risque, en fait. Qu'est-ce que cela produit chez les gens? Ça produit… Tous, on n'est pas confinés de la même façon. Moi, je n'ai pas arrêté de travailler, jamais autant travaillé de ma vie que pendant cette crise. Ce n'est pas le cas pour d'autres personnes qui, malheureusement, ont été privées de leur expression, de leur sens d'existence, de leur motivation à se lever le matin. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ce n'est pas grave. Si, tout à fait. Tout à fait. Je vais laisser la main à Clara pour d'éventuelles questions. Je ne sais pas. Il n'y a pas de question. C'est Madame Jouvenot qui avait évoqué l'intérêt d'élargir le propos des étudiants au public jeune de façon plus large, mais là, elle vient de quitter la réunion. Donc, je pense que ce que vous évoquiez en termes de fragilité pour les étudiants peut aussi s'appliquer aux populations jeunes un peu élargies, d'autant que je pensais aussi aux facteurs de fragilité des jeunes des quartiers prioritaires, et ça peut aussi, je pense, s'appliquer sur ce public-là. Oui, je pense que les jeunes, normalement, il y a un filtre qui est les parents. Donc, en fait, il
faudrait voir quelle est la qualité de ce filtre et quelle est la qualité de la transmission, de ce qui est verbalisé, de ce qui est expliqué autour. Et parfois, on est même étonné parce que, je vais donner un exemple personnel. Bon, mes enfants ont été confinés tous les trois dans de bonnes conditions. Ils avaient un petit terrain de jardin, donc ils pouvaient même respirer. Mais mon dernier, 9 ans, 2 mois, il n'est pas sorti de la barrière de la maison. Et un jour, au bout de 2 mois, je l'emmène à la gare de Tours pour voilà, acheter un truc. Et il monte dans la voiture, il regarde partout, il me dit, ils sont où les soldats, les gendarmes, les militaires? Il s'était construit une image, vous voyez, d'un monde hostile, un état de guerre. Et donc, ce que disent les parents est très important, les conditions avec lesquelles les enfants ont été confinés, les conditions, qu'est-ce qu'on a pu apporter. Malheureusement, dans le premier confinement, il y a eu du non-sens total, aussi en termes d'éducation, en termes de… Beaucoup de pays ont mis en place très vite des enseignements à distance, alors qu'en France, on a été très, très, très en retard sur cet aspect-là. Donc voilà, il ne faut pas généraliser, il faut étudier les facteurs de risque, en fait. Si vous permettez, donc Anne-Marie Sauchon, mission locale de Touraine, je voulais compléter effectivement ce qu'a pu poser comme question ou présenter Madame Jovenot. En mission locale, les jeunes qu'on accompagne ont été aussi marqués de plein fouet, effectivement, comme les étudiants, par la Covid-19, avec une fragilité psychologique très importante aussi, et financière, mais pas que. Puis il y a eu des morts, il ne faut pas oublier, dans les familles. Je veux dire, un des traumatismes que pour certaines familles, toutes les personnes qui sont mortes en France, bah, ils ont des familles et ces familles ont été endeuillées et cela peut être aussi une source de mal-être, de difficultés. Donc, notamment pour les plus fragiles, pour lesquels les personnes âgées est une figure d'attachement très importante souvent. Et donc, cela est très problématique puisqu'on n'est pas loin bientôt des 100 000 décès en France. Donc c'est quand même considérable. Et surtout que le deuil, en plus, n'a pas pu forcément se faire dans des conditions, entre guillemets, optimales, ce qui peut impacter aussi la façon dont on gère cette phase de deuil et qui peut encore plus fragiliser, en effet, la personne. D'autres questions? Si je peux me permettre, je vais prendre un petit peu la parole, ça ne vous ennuie pas? Monsieur Passon. Il y avait Michael Rodois aussi également qui souhaitait poser une question. D'accord, je laisse la parole avant. Comme vous… Alors Clara, vas-y. Monsieur Rodois, allez-y du coup. Peut-être vous serez plus à même au vu des nombres. Oui, merci. En fait, j'ai mis la question aussi sur le chat. C'était parce que c'est vrai qu'en ce moment, enfin, moi j'accompagne un public réfugié. Là, quand on parle des confinements, c'est vrai que c'est un public qui va retrouver une certaine insécurité. Là, en ce moment, on a clairement des situations un peu plus délicates sur des personnes qui reviennent à des fragilités et voire là, pour ce que je mettais, notamment un exemple d'un Tibétain qui décompense, clairement. Bon, après, il n'y a pas forcément connaissance, lui comme d'autres, de systèmes qui pourraient l'aider sur européaniser, on va dire, ou des techniques qui n'est pas demandeur aussi, puisqu'il ne connaît pas. Comment l'amener un petit peu sans forcer, hein, on est d'accord, mais c'est un peu difficile. C'est souvent par des médiations autres, vous voyez, par des médiations plus corporelles, le rythme de vie, le rythme de veille-sommeil, une activité physique, être en plein air. Pour beaucoup de gens, nous sommes dans une société où on touche très peu la terre, par exemple. Alors que dans beaucoup de cultures, il y a un lien à la nature, à l'environnement Et parfois, il n'y a pas de… Enfin, avant le stade des soins, bien sûr, le stade des soins, il faut emmener voir un médecin généraliste ou un soignant, un psychologue, psychiatre. On peut y avoir parfois besoin d'un traitement antidépresseur. Mais parfois, il y a des médiations autres. Vous savez, il y a
il y a bien des thérapies dans la médiation corporelle autour de la danse, autour de l'escrime, autour du cheval. Donc ça peut être voilà, d'essayer de connaître le sujet pour voir ce qui peut émerger dans son intérêt. Merci, ouais, intéressant. Merci. Comment les personnels d'EHPAD peuvent-ils s'inscrire dans l'étude? C'est exactement la même modalité que j'ai dite, c'est-à-dire vous tapez Hard Covid sur Internet ou vous allez sur mon compte Twitter, j'ai mis les vidéos en ligne. Et en fait, vous mettez CHU de Tours, CIC ou études Hard Covid, vous allez tomber directement, ils cliquent ou ils scannent sur leur téléphone. Et c'est vraiment dématérialisé parce qu'on voulait aussi éthiquement vis-à-vis des personnels qu'ils ne se sentent pas gênés de consulter par rapport à leurs confrères dans le même hôpital. C'est vraiment pour déstigmatiser, pour lever un peu les freins à s'inclure. Monsieur Passani, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, excusez-moi, bonjour. Je me rapproche de ce qu'a dit Madame Sochon au niveau des missions locales. Certaines missions locales organisent par le biais du service civique des jeunes qui retrouvent une raison, enfin, je ne voudrais pas dire ça comme ça, mais ça leur donne un petit sens à leur vie pour le moment donné actuel. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu par la suite, mais déjà, ça leur met en place, disons, une orientation pour de futures activités, notamment ils travaillent beaucoup en EHPAD, ils travaillent beaucoup avec des seniors, donc ils verbalisent, ils échangent, ils partagent. Pas seulement ça, mais c'est déjà pas mal. Concernant Monsieur El Hadj, Dr El Hadj, je voudrais me rapprocher de vous au niveau de la parentalité. Ce qu'il faudrait faire, et là je parle au nom des éducateurs de rue et des éducateurs sociaux, il faudrait engager des échanges avec certains parents, les mères comme les pères, des quartiers difficiles. J'habite un quartier difficile, le quartier de la Ravière, et souvent il y a peu d'échanges avec la génération qui suit, vers les plus jeunes, vers leurs plus jeunes. Et là, ça serait de les mobiliser, de les convaincre que sur ce plan-là, sur le plan de ce qui se passe, il y a peut-être, les convaincre qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a vraiment un sens à leur vie à trouver, via, comme vous dites, Monsieur El Hadj, des activités extérieures quand ils peuvent, retrouver un lien, retrouver un vrai sens à leur vie. Et par le biais des lectures, certainement. Boris Cyrulnik parlait de la résilience, mais pas que. Moi, j'ai un bouquin en ce moment qui s'appelle « Le sens de sa vie », écrit par Bertrand Vergelet. Et en fait, il donne en fait l'essentiel d'un sens à sa vie. Même si on peut traverser une période de pandémie qui est très grave, vous avez estimé qu'il y avait plus de 100 000 morts en France. Je pense qu'il y en a encore plus, enfin, beaucoup plus que ça. Mais pour reprendre ce que je viens de dire, oui. Leur tourne et j'ai des consultations. D'accord. Désolé. Pour faire un résumé, je pense qu'il faut se donner un sens à sa vie pour l'après-vie, pour l'après-société. Chacun doit trouver effectivement un sens personnel. Voilà. Je disais, il n'y a pas de chemin unique et particulier. Je pense que chacun, dans son contexte, dans son milieu, peut aider, peut être vigilant vis-à-vis des autres et pour lui-même. Je voudrais intervenir, si c'est possible, Monsieur François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, médecin généraliste. Mon cher maître, vous avez peut-être un peu oublié les médecins généralistes aussi qui étaient en première ligne au moment où ils ont affronté la crise du Covid bien seuls, avec peu de moyens et vraiment même aucun moyen, c'est-à-dire des salles d'attente qui étaient bombées, pas la capacité de maintenir des distanciations sociales, pas de masques, enfin, pas de gants, je vous en passe, c'est des meilleurs. Je viens rebondir sur ce qui vient d'être dit puisque je voulais vous en avertir. Effectivement, en tant qu'élu métropolitain, la métropole se préoccupe énormément de ce que sera le sens de la vie des jeunes pour plus tard. Je crois que c'est une préoccupation qui est majeure et je réponds à vous, Monsieur Passani,
parce qu'il me semble que c'est vraiment la base même de notre société et de savoir ce que nous voulons faire de notre société. Merci d'en avoir parlé. Je suis d'accord. Mais ça, ça a toujours été. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de sens à son activité, à sa vie, c'est quelqu'un qui va aller effectivement dans le suicide, la dépression. Donc. Mais ça reste un chemin personnel, ça reste un sens personnel. La société, la famille est là pour accompagner, pour faciliter, mais ce n'est pas la société qui donne de la vie à un sens individuel. Tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, cher maître. C'est effectivement très compliqué et c'est tout à fait personnel. Mais je pense qu'il peut y avoir un accompagnement et des pistes. Je crois que nous devons peut-être changer un petit peu notre modèle éducatif et nos modèles d'enseignement, bien sûr, c'est la même chose, mais essayer de faire en sorte qu'avant toute chose, qu'avant toute la réussite du diplôme ou la réussite de l'apprentissage, il y ait aussi la possibilité de donner des voix qui ont un sens. C'est très important. Je suis assez d'accord. Alors, il est 12h30. Voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Et en tout cas, ça donne aussi des nouvelles pistes pour le CLSM en termes d'éventuelles interventions, notamment auprès du public, des étudiants, des jeunes, voire même des plus jeunes, parce que moi j'ai été interpellée aussi sur la prise en charge psychologique d'enfants de 9-10 ans, donc ça commence vraiment au plus jeune âge, toutes ces interrogations et tout ce mal-être par rapport à cette crise sanitaire. Donc je pense que c'est des publics qu'il va falloir cibler prioritairement dans les années à venir, en tout cas en termes d'accompagnement. Et également, moi je me pose la question aussi en termes de... Vous êtes de nombreuses structures à avoir de plus en plus de populations de cultures différentes et avec des difficultés pour les accompagner, notamment par rapport à la langue et puis par rapport aux spécificités de la culture. Je pense que c'est aussi une des pistes à creuser parce que c'est des personnes voilà, qui font partie de notre quotidien, qui font partie voilà, des accompagnements de plus en plus réguliers. Donc, ça peut également être intéressant de poursuivre les échanges et les réflexions là-dessus. Je tiens sincèrement à remercier les intervenants pour leur disponibilité et pour la qualité de leur intervention ce matin. Je remercie aussi ma collègue Clara pour son aide logistique pour cette matinée. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi pour toute interrogation. Je vous enverrai les supports de présentation. La vidéo va également être mise en ligne. Donc vous pourrez revenir sur les détails de la conférence si besoin. Et si voilà, vous avez besoin d'échanger, d'avoir plus d'informations sur des acteurs locaux ou alors des idées d'action, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour voir comment on peut éventuellement lier des partenariats et vous accompagner dans vos démarches respectives. Voilà. Je laisse peut-être la conclusion à Monsieur François. Oui, juste une petite conclusion. Merci pour tous les travaux qui ont été réalisés. Je voulais parler aussi du plan de santé mentale qui avait été extrêmement intéressant. Et j'ai beaucoup aimé vos interventions, professeur Elhadj. J'ai beaucoup lu ce plan qui était un peu complexe et je dois dire que malgré ma formation de médecin, il y a des fois où je me perdais un petit peu. C'est pas si facile à lire. Il faut vraiment avoir l'envie d'y entrer. Je pense que des petites simplifications parfois ou un peu de clairvoyance nous permettrait d'être plus facilement absorbé par le document. Mais en tous les cas, moi je tiens à remercier une personne qui m'est très chère et qui me permet de tenir ce CLSM, c'est Madame Clarisse Hermelin. Et je suis très content que vous soyez là, Clarisse. Vous êtes une fée pour nous aujourd'hui, puisque vous avez une lumière qui éclaire votre tête. Mais merci à tous. Et je pense que les échanges ont été très, très enrichissants. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.